Je suis entrée dans l'arrière-cour de mon fils et j'ai entendu: «Pourquoi est-elle encore en vie?» Ces mots ont traversé l'air comme un coup de fusil. Pas de colère, pas de remords, juste cette phrase, froide, calme, dite comme une évidence. J'étais là, figée, les mains encore couvertes de terre. J'étais venue déposer un pot de géranium derrière la maison, pensant faire plaisir. Et voilà ce que j'entendais, ma propre chair, mon enfant, parler de moi comme d'un fardeau trop lourd à traîner. Je n'ai pas bougé, j'ai attendu. Une chaise a grincé, un rire a suivi, celui de Karine, sa femme. Elle va bien finir par casser toute seule, tu verras. Pas assez vite, a répondu Patrick. Le vent a remué le linge sur la corde, les draps blancs claquaient comme des drapeaux de reddition. Et moi, je respirais à peine. Pendant une seconde, j'ai cru que je n'avais pas entendu, que mon esprit m'avait joué un tour. Mais non. Ces mots étaient réels, aussi réels que le goût métallique qui montait dans ma bouche. Je suis restée derrière la haie, le cœur battant. Mon premier instinct a été de fuir, de rentrer chez moi, fermer la porte, faire comme si de rien n'était. J'ai vécu toute ma vie comme ça, avaler, encaisser, sourire. Quand on est une mère, on apprend à se taire. Mais ce soir-là, quelque chose s'est fissuré, net. Je me suis redressée. À travers la vitre, j'ai vu Patrick, mon fils, accoudé à la table, une bière à la main. Ses cheveux grisonnaient déjà sur les tempes. Karine tournait autour de lui, parlant vite, gesticulant. Je les regardais comme on regarde des étrangers. J'ai eu mal, bien sûr, une douleur ancienne, lente mais pas nouvelle. La différence, c'est que cette fois, elle s'est transformée. En quoi, je ne savais pas encore. Je me suis approchée de la porte vitrée. Chaque pas me semblait irréel. J'entendais mes propres pas sur les dalles, lourds, décidés. J'ai posé la main sur la poignée. Je me suis vue dans le reflet du verre, une femme de 74 ans, les joues creuses, les cheveux gris, le dos encore droit. J'avais l'air fragile, mais dans mes yeux, il y avait autre chose, un éclat que je ne m'étais pas vu depuis longtemps. Je suis entrée. Le silence est tombé net. Karine a sursauté, Patrick s'est figé. Maman, je... je ne t'avais pas entendu. Non, tu n'écoutes jamais. Ma voix était calme, trop calme. Ils se sont regardés, gênés. Le mensonge leur collait à la peau. J'ai posé le pot de fleurs sur la table. La terre s'est effritée un peu. J'ai pensé que ça mettrait un peu de couleur ici. Ce n'était pas nécessaire, a dit Karine, les bras croisés. Je sais, rien ne l'est jamais avec vous. Je me suis assise, lentement. Patrick m'a observée comme s'il cherchait à comprendre si j'avais entendu. J'ai plongé mes yeux dans les siens et il a détourné le regard. Ce petit geste, si rapide, m'a suffi. J'ai compris tout de suite, il savait et il avait peur. Pas beaucoup, pas encore, mais assez pour que je voie la fissure. Tu veux un café, maman? Non, j'ai assez avalé pour ce soir. Je me suis levée, j'ai ramassé mes gants de jardin. Vous savez, c'est drôle, j'ai toujours cru que les enfants protègent leurs parents quand ils vieillissent, non? Karine a voulu répondre quelque chose, une phrase sèche sûrement, mais Patrick lui a serré le bras. Il tremblait. Je suis sortie. La nuit tombait, les oiseaux se taisaient. En refermant la porte, j'ai senti une paix étrange, glaciale m'envahir. Ce n'était pas la colère, c'était plus profond, plus précis. Comme si chaque souvenir, chaque Noël raté, chaque parole blessante, chaque oubli se rangeait en ordre dans ma tête, tout à sa place. Je ne savais pas encore comment, mais une chose était certaine. Ce qu'ils avaient dit, je n'allais pas le laisser sans réponse. Pas cette fois. Et tandis que la lumière s'éteignait derrière moi, j'ai murmuré, presque pour moi-même, vous auriez dû me tuer quand vous en aviez encore la chance. Le soir même, la pluie s'est mise à tomber, fine d'abord, puis lourde, rythmée, comme une respiration lente. Je suis restée assise près de la fenêtre, les bras croisés, regardant les lampadaires se dissoudre dans la brume. Le bruit de l'eau contre les vitres avait quelque chose d'hypnotique. J'essayais de penser à autre chose, au jardin, à mes géraniums, au vieux chat du voisin, mais tout revenait toujours à cette phrase. Pourquoi est-elle encore en vie? Je l'entendais comme si elle venait d'être dite. Chaque mot pesé, précis, froid. Ce n'était pas une insulte de colère, c'était une conviction, et cette certitude-là, je ne pouvais pas la pardonner. J'ai ouvert un vieux tiroir, celui du buffet. À l'intérieur, il y avait des choses qu'on garde quand on ne sait plus quoi en faire. Des boutons, des photos jaunies, des clés sans serrure, et au fond, un petit carnet noir.
J'y notais autrefois mes courses, les anniversaires. Ce soir-là, j'ai tourné la première page blanche et j'ai écrit: «Ils pensent que je suis faible, alors je serai faible, pour eux». J'ai fermé le carnet. Il n'y avait rien de plus à dire. Le lendemain, j'ai mis mon manteau beige, celui que je portais autrefois pour les dimanches à la messe, et je suis allée au marché. J'ai croisé Louise, ma voisine, une femme ronde, bavarde, toujours avec son panier de pommes. «Janine, tu as mauvaise mine, ma belle. Tout va bien?» «Oui, Louise, tout va bien. Je suis juste fatiguée, tu sais, l'âge. L'âge, mon œil. C'est ton fils, hein? Il n'a pas l'air commode ces temps-ci.» J'ai souri, un sourire tranquille, presque tendre. Oh, tu sais, les enfants. Ils grandissent, et un jour ils te regardent comme une erreur de calendrier. Elle a ri, croyant à une blague. Moi pas. En rentrant, j'ai trouvé un message de Karine sur le répondeur. «Janine, on passera dimanche. Il faut qu'on parle des papiers de la maison.» Les papiers, toujours les papiers. Comme si je n'étais plus qu'une signature au bas d'un acte de vente. J'ai effacé le message, lentement, sans un mot. Puis j'ai pris le téléphone et j'ai appelé le notaire, maître Delaunay. Il m'avait aidé à régler la succession d'Henri autrefois. «Madame le maire, quelle surprise! Que puis-je pour vous?» «Je voudrais revoir mon testament, maître, et disons, avant dimanche.» Il a marqué un silence, surpris. «Bien sûr. Vous voulez tout changer?» «Pas tout. Juste le nom des héritiers.» Quand j'ai raccroché, mes mains ne tremblaient non plus. J'avais passé la nuit à tourner en rond dans ma tête, mais à présent tout semblait clair. J'allais jouer le rôle qu'ils attendaient, la vieille femme confuse, gentille, docile, celle qui oublie, celle qui signe, pendant qu'eux, ils oublieraient une chose essentielle. J'avais encore toute ma tête. Le soir, j'ai ouvert la boîte à couture. Sous les bobines et les aiguilles, j'ai trouvé la clé de la petite armoire en chêne, celle où je gardais les papiers d'Henri, les assurances, le livret de famille, le vieux contrat d'achat de la maison. J'ai tout posé sur la table. Et en les regardant, j'ai compris que ma vengeance ne serait pas bruyante. Elle serait propre, administrative. Dehors, la pluie s'était arrêtée. Un rayon de lune traversait le carreau et éclairait le carnet noir sur la table. J'ai ajouté une phrase à la première. «Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une arme que les imbéciles confondent avec la paix.» Je me suis couchée sans fermer les volets. Le vent s'était levé, mais je l'entendais à peine. Dans ma tête, tout était calme, j'avais un plan. Le matin suivant, le ciel était d'un gris tranquille, ce gris qui annonce une journée où rien ne semble vouloir commencer. Pourtant, en moi, tout bouillonnait. J'avais dormi peu, mais bien, le genre de sommeil court, dense, où chaque décision prend forme claire et précise. J'ai préparé le café, une tasse, pas deux. Avant, je mettais toujours une deuxième tasse sur la table, par habitude, celle d'Henri. Mais ce matin-là, j'ai versé le café sans regarder la chaise vide. Je n'étais plus dans le souvenir, j'étais dans le présent. Sur le buffet, les papiers que j'avais sortis la veille étaient encore là. J'ai pris une chemise cartonnée, trié les documents, mis de côté tout ce qui portait le nom Patrick Lemaire. À chaque fois que je voyais son nom imprimé, une chaleur froide me montait dans la poitrine. Je pensais à son ton condescendant, à ses phrases remplies de pitié déguisée. «Maman, faut être réaliste à ton âge. Tu ne peux plus t'en sortir toute seule. Laisse-nous t'aider.» Aider? Non. Déposséder, oui. Effacer. Vers 10 heures, j'ai enfilé mon manteau et je suis partie à pied. Le bureau du notaire n'était pas loin, 15 minutes de marche à travers le centre du village. Les pavés étaient humides et les vitrines sentaient à la cire et la baguette chaude. En passant devant la boulangerie, j'ai aperçu 2 jeunes femmes qui parlaient en bas. Elles ont baissé la voix quand je suis passée. J'ai reconnu mon nom dans leurs murmures. Les rumeurs, toujours. Les vieilles, ça nourrit les conversations. Au bureau de maître Delaunay, l'air sentait le papier et le vieux bois. Il m'a accueillie avec son sourire poli. «Ah, madame le maire, toujours aussi ponctuelle.» «Je n'ai plus de temps à perdre, maître», ai-je répondu doucement. Il a pris place derrière son bureau, ajusté ses lunettes. «Alors vous vouliez revoir votre testament?» «Oui, j'aimerais que la maison soit léguée au fonds Henri Lemaire pour l'entretien du cimetière et la restauration de la chapelle.» Il a levé les yeux, surpris. «Vous ne voulez plus que vos enfants en héritent?» «Mes enfants sont adultes, ils ont fait leur choix.» «Moi aussi.» Il a noté lentement, puis m'a fait signer les papiers.
Je sentais la plume trembler un peu entre mes doigts, mais pas de faiblesse. Non, une énergie nouvelle. Chaque signature me donnait la sensation de reprendre un morceau de moi. Avant de partir, il m'a demandé: «Vous êtes sûr de vous?» «Absolument. Et maître, gardez tout cela discret. Vous me connaissez. Je suis sortie dans le vent froid, légère, presque fière. Je savais que Patrick n'apprendrait rien avant longtemps. Et même quand il le découvrirait, il serait trop tard. En rentrant, j'ai trouvé Louise devant ma porte, un sac de pommes à la main. Je me suis dit que tu devais avoir besoin de compagnie. Toujours, ma belle. Entre. Elle s'est installée et nous avons parlé longtemps. Enfin, elle a parlé de son petit-fils, de la pluie, des histoires du village. Moi, j'écoutais. C'est fou comme les gens vous révèlent leur monde quand vous vous taisez. Au détour d'une phrase, elle a dit: «Ton fils, il n'est pas venu ce matin?» Je l'ai vu passer en voiture, l'air furieux. J'ai haussé les épaules. Il passera quand il aura quelque chose à prendre, pas avant. Louise a ri, croyant à une boutade. Elle ne savait pas à quel point c'était vrai. Quand elle est partie, j'ai noté quelques mots dans le carnet noir. Jour 2, j'ai signé. Le reste suivra. Ne rien dire, ne rien montrer, les faire croire que je me perds. La nuit est tombée tôt. J'ai laissé les lumières allumées plus longtemps que d'habitude, comme pour me convaincre que la maison était encore pleine. En me couchant, j'ai pensé à Henri. Tu vois, mon vieux, cette fois, c'est moi qui distribue les cartes. Et pour la première fois depuis des années, j'ai dormi profondément, sans peur. Le troisième jour après la visite chez le notaire, tout semblait étrangement paisible. Trop paisible. Le genre de calme qui précède un orage. Le matin, un merle chantait sur la barrière et je l'écoutais en épluchant une pomme. Mais derrière ce chant, je sentais déjà la tension revenir, un fil tendu entre moi et eux. Patrick n'avait pas rappelé, Karine non plus. Et c'était ça le signe. Le silence, chez eux, n'était jamais innocent. Vers midi, j'ai entendu le bruit d'un moteur qui ralentissait dans la rue. J'ai reconnu tout de suite le vieux break de Patrick. Il s'est garé brutalement, sans couper le moteur. J'ai eu à peine le temps de poser mon couteau qu'il frappait déjà à la porte. 3 coups secs, rapides, impatients. Je n'ai pas bougé. Il a fini par entrer, comme autrefois. «Maman, t'es là?» Sa voix était dure, pressée, presque agressive. J'ai attendu qu'il me trouve dans la cuisine. Il a ouvert la porte, le regard orageux. «Pourquoi t'as appelé le notaire?» Voilà, il savait. Plus vite que prévu. «Parce que c'est mon droit», ai-je répondu calmement. «Ton droit? Tu plaisantes? Tu veux tout donner à un foutu fond, au lieu de penser à ta famille?» «Ma famille?» «Quelle famille, Patrick? Celle qui espère ma mort pour toucher l'argent?» Il a pâli, reculé d'un pas. «T'as mal compris. On a juste parlé, c'est tout.» «Oui, j'étais là, je t'ai entendu.» Un long silence. Le tic-tac de l'horloge semblait frapper plus fort. Il s'est passé la main dans les cheveux, nerveusement. «Karine, elle exagère parfois. Elle dit des bêtises. Et toi, tu te contentes de rire.» Il a soufflé, excédé. «Maman, écoute, on est désolé. On veut juste t'aider. On s'inquiète.» «Non, Patrick. Tu veux m'effacer. C'est différent.» Je me suis levée, lentement, droite, sans trembler. Je me suis approchée jusqu'à sentir son parfum de lessive et de tabac. «Tu crois que je ne vois pas clair? J'ai passé ma vie à te protéger, à t'excuser, à t'aimer. Et voilà où ça m'a menée. Alors maintenant, tu vas m'écouter une fois. Tu ne me feras plus peur.» Il m'a regardée, bouche entr'ouverte, incapable de parler, et dans ses yeux, j'ai vu pour la première fois ce que je voulais voir. Un doute, pas du respect, pas encore, mais le doute. L'idée que peut-être, il ne connaissait plus vraiment la femme en face de lui. «Maman, sors, Patrick, avant que je t'efface pour de bon.» Il a hésité, puis il est parti, claquant la porte derrière lui. J'ai attendu d'entendre la voiture s'éloigner avant de m'asseoir. Mes mains tremblaient un peu, mais c'était fini. Ce n'était pas de la peur, c'était de la libération. Le soir, Louise est repassée, comme si elle sentait que quelque chose s'était passé. Elle a apporté une tarte, prétexte pour bavarder. «Je t'ai entendu parler fort cet après-midi. Ça va, ma belle?» «Oui, Louise, mieux que jamais.» «Ton fils, c'est ça?» «Oui, il a voulu me faire comprendre que je deviens un poids.» «Et tu lui as répondu?» «Je crois qu'il a compris tout seul.» Louise m'a regardée avec ses yeux ronds, un peu étonnée. «Tu me fais peur, Janine.» «Non, il faut juste apprendre à ne plus avoir peur, justement. Quand elle est à Quoi?» Quand t'es partie, j'ai ouvert mon carnet noir.
J'y ai ajouté jour 3. Il a peur maintenant. Ne rien brusquer, observer, écouter. Le silence parle plus fort que leurs cris. Puis je suis allée dans le salon, j'ai ouvert les volets. La nuit était claire, presque blanche. Dans le reflet de la vitre, j'ai vu mon visage. Les rides, les cernes, mais aussi autre chose. La netteté d'un regard que je ne me souvenais plus avoir eu. Je me suis dit à voix basse, on croit que les vieilles femmes s'effacent. On oublie qu'elles apprennent à disparaître sans jamais partir. Et en refermant les volets, j'ai su que le vrai travail venait de commencer. Le lendemain, j'ai pris mon café dehors, sur le banc en pierre, malgré le froid. L'air piqué, mais j'aimais ça, cette morsure du matin qui réveille mieux qu'un sermon. La rosée faisait briller l'herbe, et dans le silence, j'ai entendu au loin le bruit d'un camion de livraison. C'était la vie du village, tranquille, régulière. À part moi, personne ne savait qu'une guerre silencieuse venait de commencer. Je me sentais étonnamment calme, pas fière, pas heureuse, juste ancrée, comme si chaque respiration avait retrouvé un sens. Patrick n'avait pas rappelé depuis la veille. Il allait ruminer, je le connaissais. Il allait tourner la phrase dans sa tête, se demander ce que j'allais faire, ce que je savais, ce que j'avais compris. C'était parfait. Le doute, c'était le début de la peur. Et la peur, c'était la première fissure. Je suis rentrée et ouvert le tiroir du buffet et j'ai sorti mon vieux téléphone portable, celui que Patrick voulait que je remplace depuis des années. Trop vieux, trop lent, dangereux, disait-il. Ce matin-là, je l'ai rechargé, vérifié le dictaphone intégré et je me suis mise à enregistrer. Ma voix tremblait un peu au début. Jour 4. Ils vont revenir. Ils croient encore pouvoir m'avoir. Il faut que je garde une trace de tout, de chaque mot, de chaque visite, de chaque mensonge. J'ai rangé le téléphone dans ma poche, puis je suis partie marcher jusqu'à la boulangerie. Là-bas, j'ai croisé Karine, par hasard, si tant est que le hasard existe encore. Elle portait ce manteau beige qu'elle mettait pour paraître respectable. Elle m'a vue avant que je ne la voie. Son sourire s'est figé aussitôt. Ah, Janine, je comptais justement venir te voir. Te voilà épargnée d'un déplacement, ai-je répondu. Elle a ri un rire vide, trop haut. Patrick m'a dit que vous vous êtes un peu disputés hier. Ah, un peu, oui, il voulait que je signe quelque chose. Oh, juste pour t'aider, voyons. Il veut ton bien. Le mien ou le sien? Elle a crispé les lèvres, s'est approchée. Tu deviens méfiante, Janine. Ce n'est pas bon à ton âge. Méfiante? Non, lucide, c'est tout. Je l'ai regardée bien en face. Elle a baissé les yeux la première. J'ai remarqué alors un petit détail. Ses mains tremblaient. Karine, la femme dure, la femme sûre d'elle, commençait à avoir peur. Et cette peur-là, je pouvais la sentir, presque la toucher. Dis à Patrick que je ne signe plus rien, ai-je dit. Et que la prochaine fois qu'il met un pied ici, ce sera devant des témoins. Je suis partie sans me retourner. En marchant, j'ai senti une légèreté étrange. C'était la première fois, depuis des années, que je tenais tête à quelqu'un sans m'excuser après. Pas de honte, pas de malaise, juste le calme, le vrai. En rentrant, j'ai retrouvé Louise assise sur le muret, avec son tricot. J'ai croisé ton fils à la poste, m'a-t-elle dit. Il avait l'air, comment dire, mal luné. C'est qu'il découvre qu'on ne m'achète plus avec des sourires. Tu m'inquiètes, Janine. Tu ne vas pas faire une bêtise? Non, ma belle. Les bêtises, c'est quand on agit sans réfléchir. Moi, j'ai eu toute une vie pour y penser. Elle a voulu ajouter quelque chose, puis s'est tue. Elle a compris que j'étais sérieuse. Le soir, j'ai ressorti le carnet noir. J'ai ajouté une note. Jour 4, elle tremble. Ils vont tenter autre chose, plus doux, plus malin. Mais je ne suis plus douce, je ne suis plus leur mère, ni leur excuse. Je suis leur silence qui revient les chercher. Puis, j'ai éteint la lumière. Dans la pénombre, j'ai repensé à cette phrase d'Henri qu'il aimait répéter quand tout semblait perdu. Quand tu ne peux plus frapper fort, frappe juste. Cette nuit-là, je me suis endormie avec un léger sourire, parce que, pour la première fois, j'avais l'impression de viser juste. Le jour suivant, j'ai ouvert les volets plus tôt que d'habitude. La lumière du matin était pâle, presque bleue, et l'air sentait la terre mouillée. J'aimais ce silence d'avant le monde, ce moment où même les oiseaux hésitent encore à chanter. Dans cette lumière, tout semblait simple, mais moi, je savais que rien ne l'était plus. Sur la table, mon carnet noir m'attendait, ouvert,
J'y ai ajouté une seule phrase, sans réfléchir, ne pas se précipiter. Les loups se dévorent souvent entre eux. Puis j'ai enfilé mon manteau et je suis sortie faire un tour dans le village. Les gens me saluaient, comme d'habitude, avec ce mélange de politesse et de curiosité réservé aux vieilles femmes qui vivent seules. J'ai croisé le facteur, pas le même qu'autrefois, un jeune garçon gentil mais distrait. Il m'a tendu une enveloppe. C'est de la mairie, madame le maire. Vous signez là. J'ai pris l'enveloppe, signée, puis l'ai ouverte dès qu'il a tourné le coin de la rue. Une convocation. Une réunion d'information pour les propriétaires concernant des travaux de voirie. Je savais que Patrick y serait. Il se mêlait de tout ce qui touchait au quartier, convaincu que ça lui donnerait un air d'homme responsable. Une idée a germé, tranquille, claire. En rentrant, j'ai trouvé Louise qui m'attendait sur le perron. J'ai pas dormi, m'a-t-elle dit. Je repensais à ce que tu m'as raconté hier. Tu aurais dû dormir. Ce n'est pas ton fardeau, ma belle. Ton fils, il n'a pas honte? Les gens qui ont honte ne dorment pas bien. Lui, il dort comme un bébé. Elle a haussé les épaules. Tu comptes faire quoi maintenant? Rien. Laissez venir. Il faut parfois que le mal s'approche pour qu'on sache où frapper. Louise m'a regardée avec ce mélange d'admiration et de crainte qu'on réserve aux gens qu'on croyait connaître, mais qu'on découvre autrement. T'as changé, Janine. Non, j'ai juste arrêté d'être gentille. Elle était restée un moment, puis elle y est partie. Avant de s'éloigner, elle a ajouté: si t'as besoin de moi, pour quoi que ce soit, tu viens frapper, même au milieu de la nuit. Je n'oublierai pas. L'après-midi, j'ai appelé la mairie. Une voix fatiguée m'a confirmé que la réunion aurait bien lieu samedi. J'ai demandé si la liste des participants serait affichée. Elle le serait. Parfait. Le reste de la journée s'est déroulé lentement. J'ai nettoyé la maison, rangé les tiroirs, repassé les vieux torchons. Ce genre de geste simple qui donne l'illusion du contrôle. Mais dans ma tête, tout s'alignait. En fin de journée, alors que je préparais une soupe, le téléphone a sonné. Je n'ai pas décroché. Le répondeur s'est enclenché. Maman, c'est Patrick. Il faut qu'on parle. J'ai été un peu dure l'autre jour. On voudrait venir dimanche. Karine tient à s'excuser. Je suis restée immobile, la louche suspendue au-dessus de la casserole. Une excuse? Non, un piège. Ils allaient venir jouer la comédie, parler gentiment, m'endormir de phrases sucrées jusqu'à ce que je cède. Mais cette fois, c'était moi qui écrivais la pièce. Le soir, avant de me coucher, j'ai relu mes notes. J'ai ajouté: jour 5, ils reviennent dimanche. J'accueillerai le loup avec du thé et un sourire. Louise m'a dit que les voisins parleraient. Tant mieux, il faut des témoins. Puis, au dos de la page, j'ai dessiné un cercle. À l'intérieur, j'ai écrit un mot: preuve. Parce que désormais, tout devait être enregistré. Pas un mot, pas un geste, pas un mensonge ne leur appartiendrait sans trace. J'ai éteint la lampe et dans le noir, j'ai pensé à Henri. Tu disais toujours que la vraie force, c'est de ne pas trembler quand tout s'écroule. Je n'ai pas tremblé. Je me suis endormie avec cette certitude tranquille. Dimanche, ce seraient eux, cette fois, qui auraient pas peur de moi. Dimanche. Le matin s'est levé dans une lumière d'un blanc presque cru, la lumière de ces jours où rien ne peut se cacher. Je me suis réveillée avant le réveil. Le silence de la maison était complet, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Sur la table, mon carnet noir, le dictaphone prêt, la tasse déjà remplie. Tout était en place. Je savais qu'il viendrait tôt. Karine aimait arriver à l'improviste pour surprendre, disait-elle, comme si me priver de préparation lui donnait du pouvoir. Cette fois, je l'attendais. J'avais tout préparé la veille, la nappe repassée, la théière en porcelaine blanche, les biscuits que Louise m'avait apportés. Tout semblait parfait, mais sous cette perfection, il y avait autre chose. Chaque détail, chaque objet était devenu un décor, une scène, le salon, un théâtre. Et moi, l'actrice qu'il croyait fragile, mais qui connaissait enfin son texte. Vers 10 heures, j'ai entendu la voiture. Un bruit de pneus sur le gravier, la portière qui claque, puis leur voix. J'ai allumé le dictaphone. Un petit clic discret. Le jeu pouvait commencer. Maman, a lancé Patrick depuis le portail, d'un ton faussement enjoué. Entrez, la porte est ouverte, ai-je répondu. Ils sont entrés, unis dans une comédie maladroite. Karine portait des fleurs, des marguerites. On t'a apporté ça pour égayer un peu la maison. Comme c'est gentil, ai-je dit doucement en prenant le bouquet. Vous avez trouvé ça où? Sur la route, chez le fleuriste. Sur la route, oui, comme tout ce qui n'a pas de racines. Elle a fait semblant de ne pas comprendre. Patrick, lui, fixait la table, les biscuits, le thé.
Ils savaient que quelque chose clochait, sans savoir quoi. Je leur ai servi le thé. Alors, vous vouliez parler? Patrick a échangé un regard avec Karine. Oui, écoute, maman, on s'est dit que tu devrais peut-être réfléchir à ce qu'on a proposé. Tu te fatigues trop ici, toute seule. Ce serait plus sûr pour toi d'avoir quelqu'un pour t'aider, tu sais. Quelqu'un comme vous. Karine a posé sa tasse, trop fort. Janine, il faut arrêter de croire qu'on te veut du mal. Tu deviens parano. Parano, non, réaliste. J'ai souri, lentement. Et c'est ce sourire-là qui les a mis mal à l'aise. Patrick a tenté de reprendre le contrôle. On veut juste que tu sois bien. On pourrait même s'occuper de tes affaires, du jardin, des factures, tout ça. J'ai pris une gorgée de thé, puis j'ai murmuré. Vous savez, j'ai fait un rêve cette nuit. Dans ce rêve, un oiseau frappait sans cesse contre une vitre. Il voulait entrer, mais il ne voyait pas que la maison était déjà pleine. Karine a froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Que certains devraient arrêter de frapper avant de se casser le cou. Silence. Le genre de silence lourd, épais, ou même le tic-tac de l'horloge paraît brutal. J'ai senti leur nervosité grandir. Ils voulaient dire que je cède, que je perde mon calme, mais j'avais appris à aimer le silence, à m'en nourrir. Patrick a soupiré, les épaules raides. Bon, écoute, si c'est comme ça, on ne va pas insister. Mais ne viens pas pleurer si un jour tu tombes ou qu'il t'arrive un truc. Oh, je ne pleure plus depuis longtemps, Patrick. Et je ne tombe plus, non plus. Je me suis levée. J'ai pris les fleurs et les ai posées dans l'évier. Elles faneront plus vite ici, ai-je dit, comme tout ce qu'on apporte sans amour. Karine a serré les lèvres. Tu es devenue méchante, Janine. Non, ma fille. Libre. Ils sont partis sans un mot de plus. La portière a claqué fort, la voiture a démarré, et leur bruit s'est fondu dans la route. Je suis restée là, debout dans le silence revenu, mon cœur battant lentement, comme apaisé. Puis j'ai pris le dictaphone, l'ai posé sur la table, et j'ai écouté. Chaque mot, chaque ton, chaque menace à peine voilée, tout était là. C'était la première preuve, la première pierre. Je l'ai gravée dans mon carnet. Jour 6, le masque est tombé. Ils veulent m'aider. J'ai enregistré. Bientôt ce sera eux qui devront prouver qu'ils sont des enfants. Pas moi, une mère. Le soir, Louise est passée, curieuse. Alors ils sont venus? Oui, ils ont joué les anges. Et toi? J'ai joué la vieille dame. J'ai été parfaite. Elle a ri un peu nerveusement. On dirait que tu prépares quelque chose. Non, ma belle, je prépare simplement ma paix. Et parfois, la paix se gagne comme une guerre. Je suis restée seule après son départ. La maison sentait le thé froid et les marguerites mouillées, et pour la première fois, j'ai ressenti non pas du soulagement, mais de la puissance. Silencieuse, simple, irréversible. Le lendemain, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, un calme, presque joyeux. Pas un vrai bonheur, non, mais cette légèreté froide que l'on éprouve quand on sait qu'on a enfin repris la main. Le matin était clair, le vent léger, et la maison sentait encore le thé d'hier. Sur la table, le dictaphone dormait, témoin muet d'une vérité qui commençait à prendre forme. J'ai ouvert mon carnet noir, lentement comme on ouvre une porte sur un secret, et j'ai écrit « Jour 7 ». Le piège s'est refermé, ils sont venus pour jouer la comédie. Ils sont repartis avec leur propre voix comme preuve. Puis j'ai refermé le carnet et regardé autour de moi. Tout semblait normal. Les rideaux flottaient doucement. Un rayon de soleil passait sur la table. Mais à l'intérieur, je n'étais plus la même. Quelque chose s'était déplacé. Je n'étais plus la mère en attente, la femme qui endure. J'étais devenue spectatrice et stratège. Vers 11 heures, on a frappé à la porte. 3 petits coups hésitants. Ce n'était pas Patrick. Entrez, ai-je dit. C'était Louise, avec un panier de confiture à la main. Elle avait ce sourire nerveux, celui qu'elle prend quand elle sent que quelque chose se trame. « Je t'apporte de la gelée de coin. Tu n'en fais plus depuis... Depuis Henri. »« Non, ai-je répondu. Depuis Henri, je fais d'autres choses. » Elle s'est assise sans qu'on se parle davantage. Le tic-tac de l'horloge emplissait le silence et je sentais son regard posé sur moi. « Tu les as revus hier ? » ?»« Oui, ils sont venus, ils ont bu, ils ont menti. Et toi, tu as fait quoi ? » ?»« J'ai écouté. Et maintenant, j'attends. » Louise a hoché la tête, perplexe. « Tu sais, Janine, les gens comme eux, faut pas trop les provoquer. Ils sont lâches, mais dangereux. Justement, c'est quand les lâches sentent le danger qu'ils font les plus belles erreurs. Elle n'a rien dit. » Son regard s'est assombri.
Tu veux que je te dise, ma vieille? Tu me fais peur? Non, Louise, tu devrais avoir peur d'autre chose. Des gens polis, souriants, qui te tuent lentement avec leurs bonnes intentions. Moi, au moins, je dis la vérité. Elle est restée un moment encore, puis elle est copartie, un peu secouée. Quand la porte s'est refermée, j'ai pris une profonde inspiration. J'avais besoin d'air. Je suis sortie dans le jardin. Les géraniums avaient presque tous fané, mais leurs tiges tenaient encore droites. J'ai pris le sécateur, taillé les fleurs mortes une à une, calmement. Ce geste-là, si simple, avait quelque chose de pur. On taille pour mieux faire repousser. On coupe ce qui étouffe. On nettoie pour que la lumière revienne. En rentrant, j'ai branché l'ordinateur qu'Henri m'avait laissé. Il mettait toujours une éternité à démarrer, mais il fonctionnait encore. J'ai transféré le fichier du dictaphone, l'ai sauvegardé sous le nom conversation.mp3, puis j'ai ouvert une clé USB et j'ai copié le fichier dessus. J'ai ajouté aussi une lettre. Si quelque chose m'arrive, ce fichier doit être remis à la gendarmerie de Limoges. Il contient des preuves de manipulation, de tentative d'abus, et peut-être plus, signé Janine Lemaire. Je l'ai mise dans une enveloppe, scellée, et j'ai écrit au dos à ouvrir seulement si je ne réponds plus. Je l'ai donnée à Louise, le soir même. Elle m'a regardée, inquiète. Tu veux bien m'expliquer ce que c'est? Non, c'est mieux que tu ne saches pas. Garde juste ça. Si un jour tu ne me vois plus, apporte-le à la gendarmerie. Pas avant. Tu me fais peur, Janine. Alors promets-moi de ne pas avoir peur pour rien, seulement si c'est nécessaire. Elle a hoché la tête, les yeux humides. Je savais que je pouvais compter sur elle. La nuit est tombée doucement. J'ai laissé les lumières éteintes, assise dans le noir, à écouter les bruits de la maison. Le bois craquait, les volets grinçaient, le vent passait entre les tuiles. Et puis soudain, j'ai entendu quelque chose d'autre, un pas dehors, léger, furtif, dans le gravier. Je me suis levée sans allumer la lampe et je me suis approchée de la fenêtre. Une ombre passait le long du mur. Trop grande pour être Louise, trop rapide pour être un chat. Je n'ai pas bougé. L'ombre a disparu après quelques secondes. Je suis restée immobile un long moment, à écouter. Puis j'ai murmuré, presque sans voix. Il est revenu. J'ai pris mon téléphone, enclenché l'enregistrement. Jour 8, quelqu'un a rôdé autour de la maison. Probablement Patrick. Il sait que je ne dors pas. Il veut me faire peur. Mais c'est trop tard pour ça. J'ai fermé les volets, doucement, puis je suis retournée m'asseoir. Je ne tremblais pas. J'ai simplement souri en pensant, s'il veut jouer la nuit, il oublie que c'est moi qui ai appris à ne pas avoir peur du noir. La nuit suivante, je n'ai presque pas dormi, pas parce que j'avais peur, la peur c'est pour ceux qui ont encore quelque chose à perdre, mais parce que j'écoutais la maison respirer, le vent glisser entre les tuiles, et par moments, ce bruit infime dans le gravier dehors, une présence. Il croyait être discret, mon fils. Il ne savait pas qu'une femme qui a vieilli seule apprend à reconnaître chaque son, chaque silence, chaque ombre qui n'est pas la sienne. À 4 heures, j'ai allumé la lampe de chevet. Le chat du voisin miaulait quelque part. La lune passait par les interstices du volet. Je me suis levée, j'ai mis mon vieux châle sur les épaules et je suis descendue. Dans la cuisine, la tasse était encore sur la table. J'ai ouvert le tiroir, pris le petit couteau à manche d'os, celui qu'Henri utilisait pour éplucher les pommes. Je l'ai posé devant moi, pas pour m'en servir, juste pour me souvenir. Pour me rappeler que même les objets simples peuvent même devenir des avertissements. Vers 6 heures, quand le jour s'est enfin levé, j'ai ouvert les volets. Personne. Le jardin était calme, trop calme, mais le gravier, lui, portait encore les traces. Des pas lourds, hésitants, qui faisaient le tour du mur jusqu'à la fenêtre du salon. Il était venu là. Il avait regardé à l'intérieur. Je n'ai pas ressenti de rage. Juste une froideur, claire et nette, comme un verre d'eau glacée. Je savais maintenant qu'il allait franchir une limite, et j'allais le laisser faire, parce que les pièges, il faut qu'ils se ferment d'eux-mêmes. Ce matin-là, Louise est passée plus tôt que d'habitude, les joues rouges de vent. J'ai mal dormi, moi aussi, a-t-elle dit. Je sais pas pourquoi, j'ai rêvé que quelqu'un tournait autour de ta maison. Ce n'était pas un rêve. Quoi? Tu plaisantes? Non, il est venu. Hier soir. Elle m'a regardée avec ses grands yeux effrayés. Et tu as appelé la police? Pas encore. Il faut qu'il laisse une trace. Une vraie. Pas juste des pas dans la boue. Elle a ouvert la bouche, puis s'est tue. Elle savait que j'avais raison.
T'as toujours été une femme patiente, Janine. Pas patiente, juste précise. Louise est repartie en secouant la tête. Elle ne comprenait pas tout, mais elle sentait que quelque chose se préparait. Et elle avait raison. L'après-midi, j'ai reçu un appel du notaire. Madame le maire, tout est en ordre. Le testament a été modifié selon vos souhaits. Vous voulez que je vous envoie une copie? Non, gardez-la et scellez-la bien. Vous savez que votre fils peut contester s'il apprend. Il apprendra trop tard. J'ai raccroché. Puis, sans attendre, j'ai pris mon téléphone et j'ai laissé un message à Patrick. Ma voix était calme, posée, presque douce. Patrick, viens ce soir si tu veux. On parlera tranquillement. J'ai réfléchi. J'aimerais te dire quelque chose de vive voix. Je savais qu'il viendrait. La curiosité chez lui était toujours plus forte que la prudence. Il viendrait, pensant qu'il allait me manipuler une dernière fois. Quand la nuit est tombée, j'ai allumé une seule lampe dans le salon. J'ai préparé 2 tasses de café, mais je n'ai versé le liquide que dans une seule, la sienne. Non, je n'avais rien mis dedans. Je ne suis pas une tueuse, je suis pire que ça, je suis la mémoire. À 22 heures, la voiture s'est arrêtée. 3 coups sur la porte, exactement comme d'habitude. J'ai ouvert, il se tenait là, le visage fatigué, le regard brillant d'un mélange de colère et de nervosité. Maman, tu m'as appelé? Oui, entre. Il est entré, a regardé autour. T'as pas peur d'être seule ici? Pas ce soir. Je lui ai tendu la tasse. Bois. Il fait froid. Il a pris la tasse, sans me quitter des yeux. Tu voulais me dire quoi? Que je t'ai pardonné? Il a haussé un sourcil. Pardonné? Oui, ce que tu m'as dit l'autre jour. Pourquoi est-elle encore en vie? Il a blêmi. Maman, c'était une plaisanterie? Non, c'était une vérité qui t'a échappé. Et maintenant, elle t'appartient. Il a voulu répondre, mais je l'ai interrompu. J'ai tout enregistré, Patrick. Chaque mot, chaque menace, chaque mensonge. Et ce soir, tu vas continuer à parler, parce que demain, peut-être, tu voudras effacer ce que tu as fait. Mais ce sera trop tard. Il a posé la tasse. Tu deviens folle. Non, libre. Le silence s'est abattu comme une porte qui claque, et dans ce silence, j'ai senti pour la première fois depuis longtemps qu'il avait peur. Pas de moi, peut-être, pas encore, mais de ce que je savais. Et ça, c'était déjà suffisant. Cette nuit-là, après son départ précipité, j'ai écrit dans mon carnet Jour 9. Il sait que je sais. Il est venu me voir dans le noir. Il croit encore qu'il contrôle la partie, mais il joue sur un échiquier dont j'ai changé les règles. Puis, j'ai éteint la lampe, et en m'endormant, j'ai murmuré La vengeance ne se crie pas, Patrick. Elle s'écrit. Le lendemain matin, j'ai ouvert les volets avec lenteur. L'air était froid, dense, chargé de brume. Dans le jardin, les traces de pas étaient encore visibles, celles de la veille, des empreintes d'hommes, profondes, confuses, tournant autour du mur comme un animal en cage. Il était bienvenu. Il avait rôdé, observé, espéré me faire peur, mais au lieu de ça, il m'avait offert la preuve que j'attendais. J'ai pris mon téléphone, lancé l'enregistrement du soir précédent, et j'ai écouté. Sa voix tremblait. La mienne, non. C'était étrange de s'entendre aussi calme, aussi nette. Chaque mot sonnait comme une lame polie. Je t'ai tout pardonné. Cette phrase-là, surtout, m'a fait sourire, parce que je savais qu'elle ne voulait pas dire ce qu'il croyait. Pardonner, oui. Oublier, jamais. Vers midi, j'ai reçu un appel de la mairie. Une voix neutre, administrative. Madame le maire, nous avons eu une plainte pour tapage nocturne. Apparemment, quelqu'un aurait entendu des cris venant de votre propriété hier soir. J'ai ri doucement. Des cris? Peut-être la télévision. Je m'endors souvent devant les films policiers. Très bien, madame. Désolée du dérangement. J'ai raccroché, le sourire encore aux lèvres. Patrick, bien sûr. Il voulait inverser le récit, semer le doute, une plainte, un mot, une graine. Il savait comment ça fonctionnait. La rumeur fait le reste. Mais il ignorait une chose, le pouvoir du silence. Un mot dit peut être nié. Un mot gardé devient un mur. L'après-midi, Louise est venue avec un air plus sombre qu'à l'ordinaire. J'ai entendu dire que ton fils a parlé à la mairie. Il dit que t'es plus très stable. Stable? C'est drôle, non? Ceux qui détruisent Dinotou se croient solides, et ceux qui se relèvent sont fous. Tu veux que je parle pour toi? Non, surtout pas. Qu'ils pensent pour ce qu'ils veulent. C'est le premier pas. Quand on veut effacer quelqu'un, on commence toujours par le rendre folle. Elle a hoché la tête, le regard inquiet. Tu tiens le coup?
Mieux que jamais, ma belle. Je lui ai proposé un café, et pendant qu'elle fouillait dans son sac, j'ai glissé une clé USB dans sa poche. Qu'est-ce que c'est? Un souvenir. Garde-le bien, sans l'ouvrir. Si un jour on parle de moi au passé, donne-le à la police. Elle a pâli. Tu me fais peur, Janine. C'est bon signe, ça veut dire que tu comprends. Après son départ, j'ai ressorti mon carnet noir. Jour 10. Il plante dedans des rumeurs. Laisse-les pousser. Quand elles seront hautes, j'aurai déjà les racines de ma vérité. Je me suis assise dans le vieux fauteuil d'Henri, celui près de la fenêtre. Le soleil d'hiver entrait faiblement, dessinant sur le sol une tache dorée. J'ai regardé mes mains, ridées, veinées, mais fermes. Des mains qui avaient tout donné, tout lavé, tout supporté, des mains qu'ils avaient sous-estimées. Vers 17 heures, un courrier est arrivé, pas de nom d'expéditeur, une enveloppe grise, épaisse. À l'intérieur, une photo. Moi, prise depuis la rue, derrière la vitre. Mon cœur s'est arrêté une seconde, puis j'ai souri. C'était donc ça maintenant. L'intimidation. J'ai retourné la photo. Derrière, au stylo bleu. On veille sur toi. Je n'ai pas eu peur. J'ai juste murmuré. Alors regarde bien. J'ai allumé une bougie, l'ai posée devant la fenêtre, et je me suis assise en face, droite, le regard tourné vers l'extérieur. Une invitation, qu'il me voie, qu'il sache que je les vois aussi. Quand la flamme a commencé à vaciller, j'ai entendu une voiture passer lentement dans la rue. J'ai reconnu le moteur. Patrick. Il s'est arrêté un instant devant la maison. J'ai levé la main, lentement, comme un salut. Il a redémarré aussitôt. Plus tard, dans le calme de la soirée, j'ai transféré toutes mes preuves sur une deuxième clé USB. Je l'ai cachée dans la doublure du fauteuil, sous le tissu que personne ne penserait à soulever. Puis j'ai écrit Jour 10, suite, les loups ont faim, mais ils ne savent pas que la forêt brûle sous leurs pas. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Pas à cause de la peur, mais parce que j'aimais trop ce moment où le monde retient son souffle juste avant qu'il ne comprenne qu'il a perdu. Quand l'aube a pointé, j'ai entendu le premier merle chanter. Et dans ce chant, j'ai cru reconnaître une phrase, comme une réponse à tout le reste. Ils t'ont cru morte, Janine. Mais c'est eux qui sont en train de disparaître. Je me suis levée, droite, calme, prête. La prochaine étape serait publique. Et cette fois, ce ne serait plus seulement moi qui verrais la vérité, ce serait tout le village. Le lundi matin, le ciel s'est ouvert sur une lumière pâle, presque blanche, la lumière des jours où la vérité s'invite sans frapper. J'ai senti tout de suite que quelque chose allait basculer. L'air lui-même semblait différent, chargé d'électricité silencieuse. J'ai ouvert les volets, regardé la rue, vide, trop vide. Même les voisins, d'ordinaire bruyants, avaient disparu. Sur le seuil, j'ai trouvé le journal local plié en deux. Je ne l'achète plus depuis longtemps. Mais quelqu'un me l'avait déposé. En première page, conflit familial à la campagne. Une vieille dame isolée accusée de troubles mentaux. Pas de nom, mais la description suffisait. Une retraitée de 74 ans vivant seule à Limoges aurait tenu des propos incohérents à propos de menaces imaginaires venant de sa propre famille. Je n'ai pas eu besoin de chercher plus loin. Patrick, il avait décidé de me salir, de me réduire au silence à coups de mots imprimés. Mais il ne savait pas que j'étais prête. J'ai préparé du café, calmement, comme chaque matin. Puis j'ai sorti le téléphone et la clé USB. Le dictaphone était plein, les preuves nombreuses, voix, insultes, visites nocturnes. J'ai tout réécouté, chaque son, chaque respiration, et j'ai su. Il était temps de frapper. Vers 10 heures, j'ai appelé la mairie. La secrétaire, nerveuse, a décroché Mairie de Limoges. J'écoute. Ici, madame le maire, dites-moi, est-ce vrai que mon fils a signalé un danger concernant ma santé mentale? Silence gêné. Je ne peux pas vous confirmer ça, madame. Alors je vais le faire moi-même. J'ai raccroché calmement, puis j'ai enfilé mon manteau. Le vieux beige, celui qui me donnait l'air d'une femme fragile. Parfait. Louise m'a vu passer dans la rue. Où tu vas? Mettre fin à la comédie. À la mairie, j'ai attendu sagement dans le couloir. Les gens me regardaient avec cette pitié lourde qu'on réserve aux pauvres vieilles un peu perdues. Je les ai laissées penser. Mieux valait être sous-estimée. Quand on m'a reçue, j'ai posé la clé USB sur le bureau. Voilà ce que vous n'avez pas encore entendu. Madame, de quoi s'agit-il? De mon fils. Et de la vérité. J'ai fait jouer l'enregistrement. Sa voix, claire, reconnaissable, disant
Pourquoi est-elle encore en vie? Puis le reste, les menaces, les manipulations, les mensonges. Le silence dans le bureau était presque sacré. La femme a pâli. Vous avez tout enregistré? Oui, parce que j'ai appris qu'il faut garder une trace de ce qu'on vit quand personne ne vous croit. Elle a hoché la tête, lentement. Je vais devoir en informer les autorités, madame le maire. C'est exactement ce que je veux. Quand je suis sortie, le vent s'était levé. Je marchais droite, le cœur lourd mais ferme. J'avais mis le feu à la façade qu'il avait construite. Et je savais qu'il allait accourir pour l'éteindre. En rentrant, j'ai trouvé Louise assise sur mon banc, inquiète. Alors, ils ont tout entendu. La vérité commence à circuler. Tu crois qu'ils vont le croire, toi, contre lui? Peu importe. Ce qui est dit reste dit. Ce qui est prouvé ne s'efface pas. Le soir, le téléphone a sonné. Je savais que ce serait lui. Maman, qu'est-ce que t'as fait? Ce qu'il fallait. Tu veux me détruire, c'est ça? Non, Patrick, tu t'en charges très bien tout seul. Il y a eu un long silence, puis un rire nerveux. Tu crois que quelqu'un te prendra au sérieux? Une vieille folle avec ses enregistrements? Assez de monde pour te regarder autrement. Et c'est tout ce qu'il faut. Il a raccroché violemment. Le bruit du combiné contre la table a résonné comme un coup de tonnerre. Je suis restée un moment immobile. Puis j'ai pris mon carnet. Jour 11, l'ombre s'agite. Il se débat. Quand on touche à leur image, les monstres montrent enfin leur vrai visage. Demain, il sera seul. Plus tard, alors que la nuit tombait, Louise est revenue avec un visage grave. J'ai entendu dire que Patrick a perdu son poste. Quelqu'un aurait envoyé des enregistrements à son patron. Je n'ai rien répondu. C'est toi? Non, c'est la justice qui commence à se réveiller. Elle m'a fixée, puis a murmuré: Et toi, Janine, tu te sens mieux? Non, mais je respire. C'est déjà un début. Quand elle est partie, j'ai éteint toutes les lumières sauf une. Le silence est revenu, doux, dense. Je savais que le pire était passé, mais pas la fin. Parce qu'avant de disparaître, les bêtes blessées mordent toujours une dernière fois. Et moi, j'étais prête à ce dernier coup. La pluie s'est mise à tomber dans la nuit, fine d'abord, puis serrée, obstinée. Elle tambourinait sur les vitres comme un avertissement. Je me suis levée tôt sans savoir pourquoi, peut-être parce que quelque chose en moi savait que ce jour-là allait tout sceller. Sur la table, le journal de la veille traînait encore. Je l'ai regardé sans vraiment le lire. Les mots ne m'appartenaient plus. Vieille dame instable, famille inquiète, conflit de succession. Des phrases écrites pour me rendre invisible. Mais l'ironie, c'est que plus ils essayaient de me faire disparaître, plus j'existais. J'ai préparé du café, puis je me suis assise près de la fenêtre. Dehors, la route brillait, vide. Je savais qu'il viendrait. Les hommes comme Patrick ne supportent pas la honte. Ils préfèrent l'effacer, même par la force. À 10 heures, un bruit de moteur. Je n'ai pas bougé. Le gravier a craqué, lentement. Puis, 3 coups à la porte. Pas le rythme hésitant d'autrefois. 3 coups durs. J'ai attendu qu'il frappe une 4e fois. Rien. Alors j'ai dit calmement: Entre. La porte s'est ouverte. Il était trempé, les cheveux collés au front, les yeux rouges. Tu es contente, hein? Tu m'as tout pris. Le boulot, le nom, la réputation? Non, Patrick, je t'ai seulement laissé face à toi-même. Il a refermé la porte d'un geste brutal. Tu crois que les gens vont te croire? Une vieille femme qui enregistre des conversations? Ils n'ont pas besoin de me croire, ils t'ont entendu. Il s'est approché, le visage tordu. Tu m'as détruit? Non, tu t'es détruit. Moi, je n'ai fait que tenir le miroir. Un instant, j'ai cru qu'il allait me frapper. Ses mains ont tremblé, puis il s'est détourné. Tu crois que t'as gagné? Non, Patrick, il n'y a pas de victoire quand on perd son fils. Cette phrase-là, je ne l'avais pas prévue. Elle est sortie seule, comme un sanglot sec. Il s'est arrêté net, comme si je l'avais giflé. Le silence est tombé, lourd, coupant. Alors j'ai fait quelque chose que je ne pensais plus savoir faire. Je me suis approchée. J'ai posé ma main sur son bras. Tu aurais pu choisir d'être un homme bon. C'était si simple. Mais tu as préféré être ton père quand il buvait. Papa n'était pas comme ça. Non, il était pire. Et moi, j'ai passé ma vie à réparer. Ses yeux se sont remplis d'eau, juste une seconde. Puis il a reculé, furieux de sa propre faiblesse. Tu vas le payer. Il est sorti, claquant la porte si fort que le cadre a tremblé. Je suis restée là, droite, sans bouger. Mon cœur battait lentement, mais sans peur. Je savais que c'était la fin. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé Louise.
Il est venu. Mon Dieu, tu vas bien? Oui, il ne reviendra pas. Tu veux que je vienne? Non, ma belle, reste chez toi. Si quelque chose doit se passer, ce sera entre lui et moi. Elle a pleuré, je crois, avant de raccrocher. Moi, j'ai ouvert mon carnet noir et j'ai écrit Jour 12, le dernier acte. Il est venu, comme prévu. Il croit encore que je veux gagner, mais je veux seulement que ça finisse. L'après-midi a été longue, lourde. Le vent s'est levé, la pluie s'est arrêtée, laissant derrière elle une lumière presque dorée. J'ai rangé la maison, soigneusement, chaque chose à sa place, chaque souvenir nettoyé. J'ai ouvert le tiroir d'Henri, sorti la photo de notre mariage. Nous étions jeunes, beaux, naïfs. J'ai murmuré Tu aurais su quoi faire, toi? Puis j'ai pris une enveloppe, écrit dessus, à ouvrir après ma mort, et j'y ai glissé la deuxième clé USB. Je l'ai posée sur le buffet, bien en évidence, pas pour qu'il la trouve, mais pour qu'il la voie, parce que le savoir détruit plus sûrement que la peur. Le soir, je me suis assise dehors, sur le banc, sur le Monessiat d'élan. L'air sentait la terre humide, les feuilles mortes. J'ai levé les yeux vers le ciel. Un vol d'oiseaux passait très haut, disparaissant dans la lumière du couchant, et j'ai su que c'était fini. Pas parce qu'il avait disparu, pas parce qu'il avait perdu, mais parce que pour la première fois depuis des années, je n'avais plus rien à défendre. Plus de maison, plus d'héritage, plus de rancune, seulement la paix. J'ai murmuré Tu voulais savoir pourquoi je suis encore en vie, Patrick? Pour voir ce jour, et j'ai fermé les yeux. Pas pour mourir, pour recommencer à vivre. Le lendemain, le ciel s'était lavé de toute trace de pluie. L'air, encore humide, portait une odeur de terre et de métal. Ce silence-là, je le connaissais bien, le silence d'après la tempête, celui où tout semble intact, mais où plus rien n'est vraiment à sa place. J'ai ouvert les volets. Le monde semblait neuf, mais moi, je ne l'étais pas. Je me sentais vidée, épuisée, mais libre, une liberté étrange, froide, sans joie, comme si j'avais enfin terminé un long travail, sans savoir ce que je devais faire de mes mains maintenant. Le téléphone n'a pas sonné, pas une visite, pas un bruit. Même Louise ne s'est pas montrée, peut-être savait-elle qu'il fallait me laisser tranquille. J'ai bu mon café en regardant le jardin. Les géraniums étaient morts, mais les herbes folles, elles, tenaient peau bon. La vie a toujours ce don cruel, elle pousse même sur les ruines. Vers 10 heures, une voiture s'est arrêtée devant la maison, pas celle de Patrick. Une berline grise, propre, trop silencieuse. 2 hommes en costume en sont sortis. L'un d'eux a frappé doucement à la porte. Madame le maire? C'est moi. Nous venons de la gendarmerie. Pouvez-vous nous accorder un moment? Je les ai fait entrer. Le plus jeune a parlé. Votre fils, monsieur Patrick Lemaire, a été hospitalisé ce matin. Il aurait eu un malaise sur son lieu de travail. J'ai senti mes doigts se crisper sur la tasse. Il est vivant? Oui, il est en observation, mais il a tenu à ce que nous vous remettions ceci. Il a sorti une enveloppe froissée de sa veste, mon nom était écrit dessus, d'une écriture hâtive. Ils sont partis après ça, sans un mot de plus. J'ai attendu d'être seule pour ouvrir l'enveloppe. Dedans, une seule feuille déchirée d'un cahier. Des mots écrits vite, presque rageusement. Maman, je ne comprends pas ce que tu cherches. Tout ce que j'ai fait, c'était pour nous deux. Tu dis que j'ai voulu t'effacer, mais c'est toi qui m'as rayé de ta vie. Si tu lis ça, c'est que j'ai perdu. Je t'en veux, mais je crois que je t'aime quand même. P. Je suis restée longtemps à fixer cette lettre. Les mots tremblaient encore, comme s'ils respiraient. Je ne savais pas si c'était une confession, un reproche ou une ultime manipulation. Mais une chose était sûre, il n'écrivait pas pour demander pardon. Il écrivait parce qu'il savait que, pour la première fois, il avait perdu le contrôle. J'ai reposé la feuille sur la table, calmement. Je ne pleurais pas. Les larmes appartiennent à celles qui espèrent encore. Moi, j'étais au-delà de ça. L'après-midi, Louise est enfin passée, inquiète. J'ai entendu à la radio qu'un homme avait fait un malaise au centre administratif. C'était lui, hein? Oui. Et toi, tu te sens comment? Fatiguée. C'est fini, tu crois? Oui, mais pas comme on imagine une fin. Rien ne s'efface vraiment. Ça s'endort, c'est tout. Elle a pris ma main doucement. Tu pourrais venir avec moi, à la mer. Ma sœur a une petite maison à Royan, juste pour changer d'air. La mer, oui. Henri aimait la mer. Son idée s'est logée quelque part dans ma tête, comme une lueur. Changer d'air. Peut-être était-ce de ça, la vraie fin.
Le soir, j'ai rangé la lettre de Patrick dans le tiroir du buffet. Pas par sentiment, par ordre. Puis j'ai écrit dans mon carnet: Jour 13, il est tombé. Le corps suit toujours la chute de l'âme, tôt ou tard. Mais je ne le hais plus. La haine, c'est encore une forme d'amour. Je n'ai plus ni l'un ni l'autre. Je suis sortie dans le jardin. Le ciel se teintait d'un rose profond, presque irréel. Le vent portait l'odeur des bois mouillés, et au loin, les cloches sonnaient. Chaque son me paraissait neuf. Je me suis assise sur le banc, à fermer les yeux, et pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas pensé à Patrick. Ni à la maison, ni au papier, ni à la peur. Seulement à l'horizon, à cette ligne fine où la lumière semble recommencer. Et dans le silence, j'ai murmuré: peut-être que la vengeance, ce n'est pas de les voir tomber, c'est de rester debout après eux. Le vent a soufflé doucement comme une réponse, et j'ai su que bientôt, il serait temps de partir. Je suis partie un mercredi à l'aube, sans prévenir personne, pas même Louise, pas même moi en vérité. Ce genre de départ ne se décide pas, il se sent. J'ai fermé la porte derrière moi sans un bruit, glissé la clé dans la boîte aux lettres, et je suis descendue la rue à pas lents, mon petit sac à la main. La maison, ma prison et ma forteresse disparaissaient derrière le brouillard du matin. Je n'ai pas regardé en arrière. Le train pour Royan partait à 8 heures. Sur le quai, des silhouettes pressées, des valises qui claquent, des odeurs de café brûlé et de pluie sur le béton. Je me suis assise à ma place, côté fenêtre. Quand le train a démarré, la campagne a filé, verte, lavée, indifférente, et avec chaque kilomètre, je sentais la tension se détacher de moi, comme une peau morte. J'ai ouvert mon carnet noir. Il n'y restait que 2 pages. Sur la première, j'ai écrit Jour 14, le départ. Ce n'est pas une fuite, c'est une délivrance. Puis j'ai fermé le carnet et regardé les paysages défiler. Des champs, des villages, des visages inconnus. Personne ici ne savait qui j'étais, ni ce que j'avais fait. C'était une sensation presque vertigineuse. Être enfin anonyme. À midi, le train a ralenti. Royan. L'air sentait le sel, la pierre humide, et cette odeur que j'avais oubliée, celle de la mer. Louise m'attendait sur le quai, un foulard coloré autour du cou, le sourire fatigué mais sincère. Eh bien, te voilà. Je commençais à croire que tu n'allais jamais venir. J'ai eu peur de venir trop tard, ai-je répondu. Trop tard pourquoi? Pour recommencer. Nous avons marché jusqu'à la maison de sa sœur, un petit pavillon blanc à 2 pas de la plage. Rien de luxueux, mais il y régnait une paix simple, celle qu'on trouve dans les endroits où rien ne demande à être prouvé. Les premiers jours, j'ai dormi beaucoup. Je n'avais pas compris à quel point la fatigue s'était incrustée dans mes os. Le matin, je regardais la mer depuis la terrasse. Le bruit des vagues, régulier, presque maternel, me berçait. Chaque jour, un peu plus, je sentais mon cœur se dégager de ses ombres. Un soir, Louise m'a apporté une lettre. C'est pour toi, je crois. Elle est arrivée ce matin. Sur l'enveloppe, l'écriture de Patrick. Mon ventre s'est noué, mais je l'ai ouverte. Maman, je pars loin. Je ne veux plus te faire de mal, ni à moi-même. Tu avais raison. Je me suis perdue à force de vouloir tout garder. Je ne te demande pas pardon, je te demande seulement de vivre. Ah, ton fils, Patrick, je n'ai rien ressenti d'abord. Puis une sorte de paix étrange, triste mais apaisée. Je l'ai relu 3 fois, lentement, puis je l'ai glissé dans mon carnet, à côté des autres pages. C'était la première fois qu'il m'écrivait sans mensonge. Le soir, je suis sortie marcher seule. La mer brillait sous la lune, calme, presque immobile. Je me suis assise sur le sable, les pieds nus, les yeux perdus dans l'horizon. Le vent me fouettait le visage. Mais je ne bougeais pas. Tout ce que j'avais enduré, tout ce que j'avais perdu, se dissolvait peu à peu dans le bruit régulier des vagues. Henri, Patrick, la maison, les voix, les enregistrements, les nuits de peur, tout devenait lointain comme un rêve qui ne m'appartenait plus. J'ai sorti le carnet, ouvert la dernière page vide et j'ai écrit « Je suis encore en vie ». Et cette fois, c'est moi qui choisis pourquoi. Puis j'ai laissé le vent tourner les pages, les unes après les autres, jusqu'à la dernière. Quand le carnet s'est refermé, j'ai senti quelque chose se clore en moi, définitivement. Je suis restée là longtemps, jusqu'à ce que la mer efface mes pas. Et dans le bruit de l'eau, j'ai cru entendre une voix, celle d'Henri ou peut-être la mienne, plus jeune. Tu vois, ma belle, même la douleur finit par s'épuiser. Il ne reste que toi.
Alors j'ai souri. Pas de triomphe, pas de victoire. Juste un sourire d'être encore debout, encore là, face à l'infini. Le dernier matin à Royan, je me suis réveillée avant le soleil. Le ciel était encore gris, presque métallique, et la mer, au loin, respirait lentement comme une bête endormie. J'ai ouvert les volets et laissé le vent entrer. L'air sentait l'iode, le café frais, et la promesse d'un jour sans douleur. Je n'avais pas prévu de partir aujourd'hui, mais certaines fins se décident d'elles-mêmes, comme si la vie, fatiguée de tourner en rond, décidait enfin de s'arrêter pour respirer. Louise dormait encore, je l'ai regardée un instant. Son visage, paisible, ses cheveux argentés. J'ai eu envie de lui dire merci, mais les mots semblaient inutiles. Il y a des gratitudes qu'on ne dit pas, de peur de les abîmer. J'ai préparé du café, doucement, sans bruit. Puis je me suis assise dehors, face à la mer. Le carnet noir était posé sur la table. Le vent en feuilletait les pages, les faisant claquer comme des ailes. J'ai relu les dernières lignes, celles que j'avais écrites la veille. Je suis encore en vie, et cette fois, c'est moi qui choisis pourquoi. Je l'ai refermé, il était complet. 15 pages, 15 jours, une vie entière repliée entre deux couvertures. Je n'étais plus en guerre. Pas avec Patrick, pas avec le passé, pas avec moi. J'étais juste là, dans le présent, et c'était suffisant. Le téléphone a vibré sur la table, un numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Allô? Madame le maire, c'est l'hôpital de Limoges. Votre fils souhaitait que nous vous transmettions un message. Ma gorge s'est serrée. Il va bien? Il est stable. Il a demandé. Il a simplement dit dites-lui que j'ai compris. Rien d'autre. Pas d'excuses, pas de larmes, pas de mots en trop. Et pour la première fois, cela m'a semblé juste. J'ai fermé les yeux et j'ai répondu doucement merci, c'est tout ce que je voulais entendre. Quand j'ai raccroché, la mer s'était colorée d'un bleu clair presque tendre. Je me suis levée, j'ai marché jusqu'à la plage. Le sable était froid sous mes pieds, mais j'avançais sans hâte. Chaque pas effaçait un peu de la femme que j'avais été. La mère blessée, la veuve fatiguée, la vieille qu'on croyait docile. Il ne restait plus que Janine, entière, vivante, libre. Je me suis arrêtée au bord de l'eau. La mer montait doucement, sans violence, comme une main posée sur l'épaule. J'ai sorti le carnet noir de mon sac, l'ai tenu un instant, puis je l'ai posé sur la vague. Il a flotté quelques secondes avant de s'éloigner, tournoyant lentement comme une barque minuscule. Puis il a coulé, sans bruit. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste souri encore une fois, ce sourire calme des gens qui ont tout compris trop tard, mais qui ont fini par comprendre quand même. Le vent s'est levé, faisant danser mon écharpe, et dans ce souffle, j'ai cru entendre la voix d'Henri, si claire, si douce. Tu vois, ma belle, il n'y avait rien à pardonner, seulement à vivre. Je suis restée là jusqu'à ce que le soleil se lève, éclatant, doré. Les vagues brillaient comme des éclats de verre et le monde semblait lavé de tout. Quand je suis rentrée à la maison, Louise s'était réveillée. Elle m'a regardée, surprise. Tu es sortie? Oui. Et ça va? Mieux que jamais. Elle a souri. Tu sais, tu pourrais raconter ton histoire, les gens devraient l'entendre. Non, ce n'est pas une histoire de vengeance, c'est une histoire de survie. Et les histoires de survie ne se racontent pas, elles se continuent. Nous avons bu le café en silence. Le jour s'est installé doucement, tranquille, sans drame. Avant de partir marcher une dernière fois, j'ai noté une seule phrase sur un morceau de papier que j'ai laissé sur la table de la cuisine. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi pour en entendre d'autres, car parfois la vengeance la plus douce, c'est simplement de continuer à vivre. Puis j'ai refermé la porte derrière moi. Le vent soufflait du large et la mer immense m'attendait. Chaque pas vers elle résonnait comme une victoire silencieuse. Je n'étais plus la mère trahie, ni la femme humiliée. J'étais la survivante. Et cette fois, plus personne ne pourrait m'effacer.